Now, in going back to the issue of Morocco and the Mossad activities there, you have revealed on your blog that André Azoulay, a veteran royal counselor to both former King Hassan II and his son Mohammed VI, is also employed as an Israeli spy. Yes. And the article said that the 71-year-old Azoulay, who hails from a Jewish family from a southern Moroccan town, was a key member of the Mossad's Sayanim organization, which is, as you described, it's a worldwide network of non-Israeli Jewish operatives. How did the Moroccan authorities react to your claims? Alors, bon, d'abord, j'ai montré comment, en quoi André Azoulay était un Sayan, c'est-à-dire de quelle manière il a aidé le Mossad. Deux choses très faciles. Il a aidé Israël à devenir un pays fréquentable dans le monde arabe, puisqu'il a réussi à faire venir Shimon Peres et Yitzhak Rabin en 1985, et il a créé l'organisation Dialogue et quelque chose. Bon, Identité et Dialogue quelque chose. Bon. Ça veut dire qu'on va dialoguer, mais sans trouver une solution véritable. Donc il a introduit dans le monde arabe, il a légitimé la présence israélienne dans le monde arabe, sans que Israël fasse quoi que ce soit. Au Maroc, si vous voulez, ça a été perçu, disons que moi je n'ai pas une très bonne réputation au Maroc, c'est-à-dire dans les médias officiels et dans les médias mainstream. C'est-à-dire on m'accuse d'être quelqu'un d'extrémiste, qui refuse le dialogue, qui ne cherche pas la paix. Donc en fait c'est leur façon de réagir. Ils ne contestent pas sur le fond. Donc, mais ils disent que c'est pas bien d'être extrémiste. Moi, je ne cherche pas à être extrémiste. Moi, je veux une vraie solution, pas les fausses solutions qu'Israël essaye d'apporter. C'est-à-dire, on discute, mais il ne se passe rien. Et donc, en fait, André Azoulay n'a jamais été inquiété, évidemment. C'est-à-dire, il est défendu par les organes officiels, par la télévision. Il est resté tout à fait, comment dire, un personnage important du régime. Donc, à part quelques organisations sur Internet, etc., ou la défense des droits de l'homme, qui ont soutenu ma position. Mais en gros, en général, tout ce que compte le Maroc officiel, les partis politiques, le palais, l'économie, etc., sont restés derrière Azoulay. But Jacob here, why or what are the real reasons behind the need of Israel to penetrate the Moroccan royal court? Bon, d'abord, ils l'ont fait déjà depuis longtemps, depuis l'indépendance du Maroc. Bon, c'est une façon de contrôler un pays arabe. Et donc, après, on a vu ce que ça a donné. C'est-à-dire, à partir des années 80, pour des raisons qu'on ignore, mais enfin qu'on peut deviner, c'est-à-dire que le Maroc a besoin de soutien diplomatique pour l'affaire du Sahara occidental. Bon, il a besoin du soutien diplomatique de l'Occident, donc de l'Amérique, de la France, etc. Le Maroc a besoin d'avoir de bonnes relations avec les institutions financières de New York. Donc, très bien. Qui dirige, qui influence ces deux domaines? Ce sont les Juifs, enfin c'est le lobby juif. Donc c'est important d'avoir, comment dire, un pays arabe qui va se rapprocher d'Israël, qui va défendre Israël, qui va défendre... Parce que de quelle manière avance Israël? Israël dit, il faut discuter, il faut apprendre à se connaître, il faut créer les conditions du dialogue, il faut que nos peuples... Oui, mais pendant qu'ils continuent à coloniser et à occuper. Donc, en fait, Israël veut tout. C'est-à-dire, il avance de cette façon-là. Et en gagnant le Maroc, il a gagné une légitimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, cette semaine, Abu Dhabi a accepté d'accueillir une délégation israélienne sur son territoire. Une espèce de consulat, enfin quelque chose comme ça. C'est un début. Après, il y aura un consulat et puis une ambassade. Donc en fait, le Maroc a été très important parce qu'il a ouvert une brèche au sein du monde arabe. C'est-à-dire le monde arabe ne pouvait plus ignorer Israël. Vous savez, dans les années 70, on ne prononçait même pas le mot Israël, on disait l'entité sioniste. Aujourd'hui, there's a kind of normalization of ties. Voilà. Yes. Israël est arrivé grâce au Maroc. How is this related also before to the Operation Mural, which is to drive the Moroccans of Jewish faith into the Israeli occupied? Je ne connaissais pas le mot de cette opération, mais en fait, dès 1948,
le Mossad et l'agent juif ont envoyé des centaines d'agents au Maroc pour emmener les juifs marocains en Israël. Bon. Et les juifs marocains ne voulaient pas partir. Moi, je me souviens de cette époque. C'est-à-dire, ils étaient très méfiants et ne souhaitaient pas partir. Donc, il a fallu beaucoup de, beaucoup de pression, beaucoup de propagande pour faire partir, mais des familles individuelles. Et le Maroc n'a jamais voulu, jusqu'en 1960, n'a jamais voulu donner un permis aux juifs de partir en masse. Et donc, il y a eu un phénomène, le Mossad a fait, enfin, il est très probable, il y a eu un petit bateau, en février 1961, qu'on appelle les Gauze, et qui a coulé au large de Gibraltar, avec 42 ou 43 passagers juifs qui partaient en Israël clandestinement. Et, enfin, tout porte à croire, parce que j'ai lu des trucs là-dessus, tout porte à croire que c'était un naufrage calculé. C'est-à-dire que le Mossad n'avait rien contre que ça coule. Bon. Pourquoi? Yes. Parce que les jours qui ont suivi, tous les médias de l'Occident, moi je me souviens, Paris Match, le New York Times, on dit les Juifs prisonniers du pays, prisonniers au Maroc, les Juifs ne peuvent pas sortir, etc. Et il y a eu une campagne de presse terrible, et le roi Hassan II a été obligé, parce qu'il ne peut pas se mettre à dos l'Amérique et la France, et donc il a dit ok, les Juifs peuvent partir, mais alors les Juifs partaient. On ne délivrait même pas un passeport. Right. On écrivait sur un document, on disait bon, parce qu'à l'époque on n'avait pas de livret de famille, nous. On n'avait même pas de livret de famille, on n'était pas inscrits. Right. On était vraiment on vivait dans un peu, je sais pas, comme à une époque. Et donc les familles remplissaient une feuille et disaient voilà, on a 8 enfants. Right. As an expert in the Mossad activities in Morocco, observers say that the Mossad is no longer known to be particularly active in Morocco these days. How far is that true? Non, il est très actif. Très actif. Très actif. Et même, il y a quelque chose qui se passe en ce moment et qui n'est pas très connu mais qui commence, c'est que le Mossad, ça c'est peut-être une nouvelle pour vous, c'est que le Mossad agit beaucoup dans les régions berbères. Et il tente d'attirer des berbères en leur disant par exemple vous avez un ancêtre juif ou bien vous allez venir étudier en Israël, ou de créer des jeunes, il s'adresse à des jeunes berbères dans la zone de Rachidia, etc. De créer des frictions entre les berbères et les autres. Donc en fait le Mossad il va même très loin, c'est-à-dire il essaie de créer des tensions au sein de la société marocaine, et peut-être qu'au Maroc les gens soit ils ne sont pas conscients, soit ils ne veulent pas le dire, et très probable que c'est la deuxième raison qui compte. Et malheureusement, je crois que le Mossad ne lâchera pas de sitôt le Maroc, parce que c'est un pays très important de par sa situation géographique et de par son influence. Et je crois que, non, ils sont très actifs et ils continueront à l'être.